Tu as évoqué de nombreux sujets intéressants récemment. J'aimerais approfondir cela avec toi. Pour ceux qui ne connaissent pas Phil, c'est un auteur, journaliste et fondateur à succès, boursier Fulbright. Il est connu pour avoir lancé Bell Daily. Nous avons mis un lien pour cela ci-dessous dans la description. Allez jeter un œil. Suivez aussi Phil sur X. Cette publication, lue par des professionnels de Wall Street et des nouveaux venus, est fantastique. Elle paraît régulièrement sur 350 000 terminaux Bloomberg. Comment as-tu réussi? C'est génial. Tu sais, j'essaie juste d'étudier les marchés du mieux que je peux. Et tous ceux qui veulent suivre, j'espère que vous apprécierez le voyage. C'est vraiment tout ce qu'il y a. J'adore ça, j'adore ça. Écoute, allons-y et commençons à apporter de la valeur parce que tu as récemment écrit un article intitulé « Cette raison grandissante pour laquelle les actions défient le dicton vendre en mai et s'en aller ». Donc, tu soulignes que la saisonnalité historique indique qu'il faut vendre à cette période de l'année. Alors, quel est ton avis là-dessus? Quelle est la leçon que les gens devraient retenir ici à propos de ce dicton si populaire? Ça sonne juste « vendre en mai et s'en aller », ça rime fantastique. Mais au-delà de la rime, cette stratégie a-t-elle vraiment de la valeur en investissement? Vous savez, en général, on peut regarder n'importe quelle année dans l'histoire de Wall Street et la saisonnalité suggère effectivement de vendre en mai et de s'en aller, car c'est la période de 6 mois la plus faible de l'année pour le S&P 500. Mais j'ai le sentiment en ce moment que les bénéfices continuent d'exploser. Les analystes continuent de réviser leurs estimations de bénéfices à la hausse, en fait, bien plus que d'habitude. Donc, au cours du premier mois du deuxième trimestre, les analystes ont déjà relevé leurs attentes en matière de bénéfices, alors qu'à ce moment de l'année, ils ont généralement tendance à les baisser. Donc pour moi, cela va aussi à l'encontre de l'idée de vendre en mai. Et si vous regardez la thématique IA qui soutient le marché, beaucoup de gens disent « Eh, c'est une bulle, on devient trop euphorique, on va trop loin ». Et oui, on a un petit repli aujourd'hui. Mais en réalité, pour moi, les fondamentaux ne font que s'améliorer. C'est bien mieux qu'au début de l'année. Et d'un point de vue des bénéfices futurs, les actions technologiques sont en fait moins chères aujourd'hui qu'il y a 4 mois. Donc je ne fais pas partie de ceux qui pensent que vendre en mai est la bonne stratégie cette année. Et comme vous pouvez probablement le deviner, je ne fais pas non plus partie de ceux qui parlent de bulles. Le ratio cours-bénéfice et l'évolution des bénéfices des entreprises technologiques ont été incroyables. Prenez Micron-Tech, par exemple. Et je pense que, ne me citez pas là-dessus, mais je me souviens avoir vu quelque chose comme un PUR autour de 8 fois ou quelque chose comme ça. Et ça n'a fait que grimper. L'action est devenue complètement folle. Mais nous avons presque 1000 milliards de dollars en dépenses d'investissement cette année. Est-ce que c'est principalement cela qui soutient tout ce thème boursier lié à l'IA en ce moment? Je pense que oui. C'est une grande part de la réponse. Actuellement, tous les hyperscalaires vont investir près de 1000 milliards en CAPEX, qui seront redistribués entre divers gagnants et perdants sur toute la chaîne de valeur de l'IA. Et ce qui concerne Micron, c'est que ça a été l'action la plus controversée de ces dernières semaines parce que tout le monde dit « D'accord, ce titre ne pourra peut-être pas monter plus haut ». Elle est déjà passée de 100 milliards à 800 milliards en environ un an, ce qui est absurde quand on pense à un tel changement de capitalisation boursière. Selon moi, ils n'arrivent même pas à honorer toutes leurs commandes pour l'an prochain. Donc s'ils sont complets pour plus d'un an et que vous avez tous ces clients, y compris les hyperscalaires qui font la queue pour leurs produits et leurs puces, je ne suis pas sûr d'être prêt à dire que Micron a atteint son sommet de sitôt. Je parie qu'ils auront une capitalisation de 1000 milliards de dollars avant la fin de l'année. Je ne pense pas que ce soit un saut absurde parce que, encore une fois, passer de 100 milliards à 800 milliards en moins d'un an, je pense qu'ils peuvent obtenir les 200 milliards restants pour atteindre le prochain cap assez rapidement. Oui, c'est seulement environ 25% de plus. Mais il y a eu beaucoup d'exubérance. Je veux dire, le RSI mensuel de SanDisk est de 98,98. On voit presque jamais ça sur aucun actif. Certaines de ces choses sont vraiment surachetées. Donc, peut-on dire que si tu es en retard sur le trade de l'IA, tu l'es aussi sur Micron, SanDisk ou d'autres? Est-ce qu'il vaut encore la peine de courir après ces valeurs? Paul Tudor-Jones s'est exprimé récemment. C'est un investisseur légendaire que je respecte beaucoup. Il est venu et a dit qu'il achetait des actions IA. Je lui ai dit, Paul, tu achètes des actions liées à l'IA à ce niveau-là? C'est fou. Donc, les grands noms, ceux dont tout le monde parle, est-ce qu'il y a une raison de viser cette hausse potentielle de 25% sur Micron-Tech? Ou bien y a-t-il des valeurs de plus petite capitalisation, des niches à plus petite capitalisation qui ont encore un gros potentiel pour ceux qui cherchent une stratégie de rattrapage? Je n'irai jamais à l'encontre des meilleurs dans l'investissement, bien sûr. Mais de mon point de vue, écoutez, l'évolution des prix, je dirais qu'elle semble un peu exubérante par rapport aux normes historiques.
Et j'ai justement publié un graphique ce matin qui montrait que l'indice des semi-conducteurs SOX est environ 35% au-dessus de sa moyenne mobile sur 50 jours. Et c'est seulement la troisième fois que cela se produit en 30 ans. Donc c'est en quelque sorte un signal d'alerte technique en ce moment qui indique que nous sommes un peu surachetés. Et il y a eu le repli aujourd'hui. Donc peut-être que cela va un peu calmer les choses, je ne suis pas sûr. Mais sur le plan fondamental, c'est une histoire totalement différente de ce que suggère l'évolution des prix. L'évolution des prix, ça ressemble franchement à la bulle Internet. On a tous ces graphiques paraboliques, on a toutes ces courbes qui montent à la verticale et ça paraît assez ridicule. Mais ensuite, en examinant la dynamique de l'offre et de la demande, les flux de trésorerie et les fondamentaux de ces entreprises, tout semble très solide. Alors, qui suis-je pour contester ces chiffres? Pour moi, c'est comme « Est-ce que tu achèterais Micron à 800 $? Je ne pense pas que tu sois en retard, surtout si tu ne crois pas que l'IA est une bulle en ce moment. Parce que tu sais, il y a des gars comme Dan Ives qui disent qu'on est encore au tout début d'une révolution de l'IA beaucoup plus large. Et si on est à la 3e ou 4e manche sur 9, alors quoi? Jusqu'où Micron pourrait-il aller, ou quelque chose comme Nvidia ou même Google, alors que ces deux entreprises approchent les 5000 milliards en ce moment? Micron est en route vers 1000 milliards. Ces entreprises peuvent-elles doubler? Peut-être, je ne sais pas, rien n'est sûr. Si vous croyez en l'IA, la technologie et les entreprises qui la développent, pourquoi Google et Nvidia n'atteindraient-ils pas 7, 8 ou 9 000 milliards de dollars dans les prochaines années? Je ne pense pas que ce soit absurde. Et vous savez, je détiens moi-même aussi ces titres, et je n'ai pas l'intention de vendre de sitôt. C'est intéressant que les gens comparent avec la bulle Internet, car je n'étais pas investisseur à cette époque. Eh bien, quel âge avais-je pendant la bulle Internet? Je crois que j'avais 14 ou 15 ans, quelque chose comme ça. Donc, je n'investissais pas encore à ce moment-là. Mais quand on repense à la bulle Internet, la réalité, c'est que les bénéfices n'étaient pas là, n'est-ce pas? On ne misait que sur le battage médiatique pendant la bulle Internet. La bulle de l'IA est fondamentalement différente parce que les bénéfices racontent une histoire incroyable, malgré le fait que certaines de ces valeurs soient surachetées. Écoutez, il y a toujours de fortes corrections en cours de route. Pour tous ceux qui écoutent, il y a toujours de grosses corrections en chemin, mais les bénéfices sont là. Et la réalité, c'est qu'on a pratiquement un tout nouveau secteur qui est en train de naître en ce moment. Et les implications à long terme de l'IA sont tout simplement folles. Maintenant, voici une réflexion intéressante pour toi, Phil, parce qu'au cas où tu ne l'aurais pas remarqué, le monde est littéralement en train de s'effondrer en ce moment. Et on ne parle pas ici d'un virus. On parle du détroit d'Ormuz, du conflit avec l'Iran, du pétrole, mais le marché ne se soucie pas de toutes ces tensions géopolitiques. On a eu l'une des reprises en V les plus folles. Oui, le QQQ a augmenté de 20-25% au cours des 6 dernières semaines. C'est complètement fou. Alors, qu'est-ce que tu observes ici? Pourquoi les investisseurs ne se soucient-ils tout simplement pas de ce qui se passe ici concernant la situation avec l'Iran, la situation du pétrole, tout ça? Tu sais, la façon la plus simple d'y penser, c'est que l'IA est le facteur macro en ce moment. Peu importe ce qui se passe au Moyen-Orient avec l'Iran, même avec le président Trump et la Maison-Blanche et leur politique étrangère, ce qui fait bouger les marchés en ce moment, c'est l'IA. L'IA est le nouveau facteur macro, et cela va durer un moment. Cette situation ne changera pas. Le plus fou actuellement, c'est que tous les segments du marché que certains jugent en bulle deviennent moins chers. Donc pour moi, c'est comme, si on y réfléchit simplement, qu'est-ce que cela pourrait signifier si des événements géopolitiques à l'étranger venaient à changer ce fait? Je n'en suis pas vraiment sûr. Et je pense que beaucoup d'investisseurs avec qui je parle et ceux que j'interviewe dans mon émission, ils ne parlent même pas de l'Iran en ce moment. Et bien sûr, c'est peut-être ce qui fait le plus la une des journaux. Et c'est important d'un point de vue, disons, humanitaire, politique et lié à la guerre. Toutes ces choses comptent beaucoup. Mais du seul point de vue de l'évolution des cours, ce qui fait bouger les prix, c'est l'IA, parce que c'est l'histoire déterminante. C'est le récit dominant. Encore une fois, le prisme à travers lequel il faut tout regarder aujourd'hui, c'est l'IA, c'est le nouveau facteur macro.